peut-on nommer des femmes à des fonctions rabbiniques? Alors vous savez tous que dernièrement, Bagatz, donc la Cour suprême israélienne, a imposé à la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël, d'ouvrir les examens officiels aux participants qui sont femmes. Et donc c'est une décision qui a ravivé un vieux débat sur la place des femmes dans les fonctions halachiques, les fonctions rabbiniques. Et d'ailleurs, la Rabbanout, en réponse, a réagi en gelant tous les examens à tous les participants, peu importe. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la position de la halakha, quelle est l'optique, le regard de la halakha de la Torah sur ce sujet. Alors, sans vouloir aborder d'un point de vue idéologique, évidemment, le Bagatz ou peu importe une autorité gouvernementale ne peut pas avoir son mot à dire, n'a pas à intervenir dans toutes les questions qui relèvent de la halakha, du domaine des aspects complètement toraniques ou ilchatiques. D'accord, le Bagatz n'a pas à interagir, ça n'a jamais, comme ça a été dans toutes les époques, où il y a une distinction fondamentale entre tout ce qui touche le laïque, le civil et le religieux, la halakha. Donc on doit se battre là-dessus et ne surtout pas accepter d'être soumis aux décisions du Bagatz ou autres. La Rabbanout Harashit, c'est une entité complètement indépendante qui doit garder et se battre pour entretenir une certaine autonomie, même si aujourd'hui malheureusement on n'est pas complètement autonome, on ne peut pas vraiment aller jusqu'au bout de manière complètement indépendante, mais on doit garder au moins dans le sujet halachique, pur halachique, puisque le Bagatz n'y connaît rien en tout ce qui concerne la halakha, on doit faire tout pour garder une autonomie. Donc ça c'est d'un point de vue idéologique de toutes les manières. Mais dans le cas de cette vidéo, on va parler plutôt d'un point purement halachique, purement au niveau de la halakha, qu'est-ce que la Torah nous dit sur ce sujet. Alors, pour commencer, on va citer déjà ce qui est explicite dans le Shulchan Aruch, d'accord, c'est qu'une femme ne peut pas s'asseoir, ne peut pas exercer comme juge, s'asseoir dans un bedin pour statuer, pour juger. Donc ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat Siman Zayin. Et c'est vrai que quand on essaye un petit peu de chercher les sources, il y a une certaine forme d'ambiguïté, puisque ça n'apparaît pas explicitement du tout dans la Gemara, dans le Talmud Bavli. En tout cas, c'est tranché dans le Shulchan Aruch de manière très claire. Une femme ne peut pas s'asseoir pour statuer dans un bezdin, pour juger dans un bezdin. Et quand on cherche un petit peu les sources, alors j'ai l'impression qu'il y a deux grands axes. Il y a un premier axe où la majorité des Rishonim, Tosfot, le Ramban, Rashba, Ritva, etc. vont aller dans ce sens. Et il y a un deuxième axe qui est celui du Rambam. Le Rambam il va parler de l'idée de Srara, de l'autorité de manière générale qu'on n'attribue pas à une femme. Ça, on en parlera dans une deuxième partie, mais déjà j'aimerais qu'on regarde le regard des Rishonim, de la plupart des Rishonim, sur quelle est la cause, quelle est la raison, la source de cet interdit de ne pas laisser une femme pouvoir juger au sein d'un beddin. Alors, il s'appuie en fait sur un Yerushalmi qui fait dépendre ça du fait qu'on a disqualifié les femmes de témoigner. C'est-à-dire qu'il y aurait une corrélation entre le fait de ne pas pouvoir témoigner et de ne pas pouvoir juger. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'une femme n'est pas acceptée, n'est pas validée pour témoigner. Même si ça peut paraître un petit peu étonnant, mais c'est tranché, c'est écrit dans la Gemara, que ce soit dans Jvoot d'Aflamed, dans Baba Kama, etc., c'est qu'une femme ne peut pas, est disqualifiée de pouvoir témoigner. Alors, le Yerushalmi se base là-dessus pour dire que juger, c'est rattaché à témoigner par Gzera Shava, et donc de la même manière qu'elle ne peut pas témoigner, elle ne pourra pas juger. Dans le Babli, ça apparaît d'une manière un petit peu, c'est codifié dans la Mishnah, dans Nida d'Afnoun, on dit que tout celui qui peut juger peut témoigner, etc. Donc on verrait aussi qu'il y a une forme de corrélation entre les deux, et pour pouvoir juger, il faut pouvoir pour témoigner, vice versa. Donc les Rishonim veulent dire que c'est codifié un petit peu dans cette Mishnah de Maseret Nida, et c'est exprimé dans les Yerushalmi, même s'il y a une discussion là-bas. À partir de là, ça a été tranché dans la halakha qu'on ne laisse pas une femme s'asseoir pour juger. Alors, si c'est rattaché à l'idée de ne pas témoigner, donc il faudrait déjà qu'on réfléchisse à cette loi-là de ne pas laisser une femme témoigner. Comment ça se fait? Est-ce qu'on ça voudrait dire qu'on suspecte une femme de cette espèce de présomption de mensonge, ou qu'une femme n'est pas crédible, n'est pas fiable? Chazvé Shalom, c'est impossible de dire ça. Et la preuve en est, c'est qu'il y a énormément de domaines où la Torah accepte le témoignage de la femme. Si c'est concernant Edechan Aman Be'isurim, dans tous les domaines du Issour Ve'eter, de savoir, de répondre à une question, de savoir si c'est permis ou interdit dans les domaines du quotidien de la vie, que ce soit sur les Ilchot Shabbat, les Ilchot Kashrut, le prélèvement du Maaseh, l'Ilchot Nida, on s'appuie sur le témoignage d'une femme. Si on parle dans le domaine de Hagunot, une femme
on croit une femme quand elle déclare le décès de son mari pour la laisser se marier avec elle, alors que c'est un sujet qui est très très chamour. On peut voir aussi au sujet de la sage-femme qui est crédible dans le fait de statuer ce qui est sorti en premier. Il y a un bord d'écrit dans les Yevamot intéressant qui énumère à peu près 10 domaines dans lesquels la femme est acceptée comme témoin, on accepte le témoignage d'une femme. Donc ça serait très gros de dire que la Torah n'a pas donné de fiabilité à une femme, ou on craignerait une forme de mensonge quelconque, etc. On voit clairement que la Torah accepte dans beaucoup de cas, on valide, on écoute, on accepte le témoignage d'une femme. Donc si on cherche à donner une justification un petit peu à le fait de ne pas laisser les femmes témoigner, alors il y a déjà un Troumat Hadeshen dans Siman Shinun Gimel qui dit que chez les femmes sont facilement soumises à des éléments extérieurs, à de la pression, à des facteurs qui peuvent venir la perturber, donc elle risque d'altérer un petit peu son témoignage pour répondre à des pressions de son entourage, des pressions sociales, des séductions, etc. Donc c'est une idée en réalité qui trouve une source très très claire, de manière très flagrante dans un Tosefta. C'est presque clair, explicite. Dans la Tosefta Ktuvot, Perigimel, Tosefta Dalet, on nous dit que la femme risque d'être soumise à des pressions extérieures. Donc le Troumat Hadeshen, il s'appuie là-dessus pour expliquer, donner une raison à l'incrédibilité, le fait qu'on ne permet pas à une femme de témoigner. Il y a une autre raison qu'on trouve dans le Tosfot Shvuot Lamed qui, alors lui, on a l'impression que ça vient préserver la sensibilité de la femme, la pudeur de la femme, le côté pudique, le côté sensible et le côté de la femme. Et donc, on a disqualifié carrément le fait de pouvoir témoigner pour ne pas qu'elles aient à se rendre dans le Beddin, dans le cadre d'un Beddin, pour aller témoigner, ce qui contredirait un petit peu la sensibilité, la finesse d'une femme. Donc, quelque chose de très intéressant, au soit dans Shvuot Daf. On pourrait dire qu'il y a un problème aussi au niveau d'interprétation. C'est-à-dire que, il me semble que le Rav Soloveitchik il aille un petit peu dans ce sens. Non, pardon, pas le Rav Soloveitchik, mais on pourrait proposer une idée intéressante, comme quoi, là où il y a besoin d'interprétation, on sait tous que la femme, il y a un côté très présent chez la femme, c'est le côté émotionnel, d'accord, c'est pas nouveau, on sait tous que chez la femme, le côté un peu comme ça, sensible, émotionnel, est beaucoup plus présent et beaucoup plus appuyé que chez l'homme. Et donc, ça pourrait aussi altérer dans le sens où, là, on a besoin de retranscrire une situation de manière la plus objective. Peut-être que la femme, elle peut un petit peu manquer d'objectivité absolue, puisque chez une femme, il y a quand même quelque chose de très subjectif, dans ce sens-là où il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose de... Alors évidemment, ça se prouve pas, on peut pas... même si parfois certains arguments peuvent un petit peu... déranger l'oreille du féminisme un peu contemporain, etc., qui toujours, surtout dans le féminisme militant, qui est toujours en quête d'égalité, de la devise égalitaire, ou presque devenue une obligation existentielle, et il y a une peur, il y a une frénésie comme ça de rechercher cette égalité-là, mais finalement, cette égalité, c'est un petit peu une manière de piétiner ou de cracher sur la particularité de chacun. La femme, elle a une particularité, et quand on parle du côté émotionnel, il n'y a rien, c'est pas du tout ni un rabaissement, ni un côté inférieur, au contraire, bien au contraire. C'est tout simplement, aujourd'hui c'est même prouvé scientifiquement, que l'intelligence émotionnelle, la femme excelle, elle est bien plus... dans tous les domaines de l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs dans les métiers de communication, de marketing ou de commerce, les femmes sont bien plus douées, bien plus fortes que les hommes, justement, par cette capacité émotionnelle. Le côté émotionnel, c'est pas une faiblesse, ça peut être une force, et c'est ce qui leur donne en réalité cette fonction essentielle de la femme, c'est cette manière de gérer la fonction essentielle de la femme qui est de développer son foyer, sa maison, sa famille, l'éducation. Donc même si on peut accepter la femme contemporaine qui peut exercer dans tous les domaines de la vie, évidemment, les femmes sont très intelligentes et elles font partie de tous les domaines de la vie, mais il ne faut jamais que ça soit sur le compte du rôle essentiel d'une femme qui est de gérer sa maison, son foyer, son éducation. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu a donné ce côté émotionnel qui est prouvé aujourd'hui scientifiquement, comme je vous ai dit, sur le côté dans l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est complètement prouvé à partir de... ça a été expérimenté, on a prouvé que voilà, la femme excelle, et donc il n'y a rien ça n'a pas de quoi déranger l'oreille de qui que ce soit. Donc on pourrait dire que retranscrire une réalité de manière très objective, la femme n'est pas la mieux placée pour ça.
Mais si on va aller encore plus loin, et ça le Rav Soloveitchik va un peu dans ce sens-là, je pense que l'idée fondamentale derrière cette loi de ne pas accepter le témoignage d'une femme, quelque part Tosfot dans Zvachim Kuf Gimel ou le Rashba dans Teshuvot, il dit que c'est une Zertakatou. Mais ça voudrait dire quoi que c'est une Zertakatou? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de témoigner, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Alors entre nous, qui c'est qui a envie de témoigner? On sait très bien que quand on témoigne, on se mouille, on prend des risques, on risque de mal s'entendre avec la personne. Personne ne cherche à témoigner. Témoigner n'est pas un droit, est un devoir. Donc c'est un peu ridicule de dire oui, on leur a enlevé le droit de témoigner. Non, témoigner c'est un devoir. C'est-à-dire que quand on a une situation où j'ai assisté à un accident où j'ai le devoir, d'après la Torah, Shulchan Aruch Siman Kafret, que ce soit Imlo Yagid Venesa Avono, que ce soit Shabbat Aveda, que ce soit l'Otamod Adam Brecha, on a un devoir de ne pas rester indifférent devant une situation et d'aller courir au Beddin pour témoigner. Non, donc c'est un acte qui fait partie d'un cadre juridique du Beddin où il y a une législation très claire. Par exemple, on n'accepte pas des proches, même comme Moshe et Aaron. Et Agmara dans Yesh Nochalim, il a dit pourtant, il n'y a pas plus fiable, il n'y a pas plus intègre que Moshe et Aaron. Oui, mais dans une législation de témoignage qui fait partie d'un cadre du Beddin, il y a une législation très claire qui est donnée, on ne veut pas de proches. Pour une raison ou une autre. Et bien dans cette même logique, on ne veut pas de femmes. Peut-être qu'on ne veut pas de femmes parce que justement, on ne veut pas leur donner ce devoir de témoigner. Et à partir du moment où on ne veut pas leur donner ce devoir de témoigner, donc ça les disqualifie, puisque tout celui qui n'a pas ce devoir ne fait pas partie de cette législation. Vous comprenez? Comme si de base personne ne peut témoigner, sauf si pour le devoir de témoigner, on a accepté certaines personnes. Mais comme on n'a pas voulu attribuer ce devoir aux femmes qui sont suffisamment occupées avec leur maison, donc les femmes ne font pas partie de ce domaine-là. Donc, d'après tous ces raisonnements-là, on peut les attribuer aussi sur le fait de ne pas juger. Et comme les Rishonim ont rattaché ces deux idées, donc on pourrait rattacher l'idée de ne pas juger, la femme ne fait pas partie du cadre juridique, n'a pas sa place dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui peut perturber, aller à l'encontre de la finesse de la femme, du côté émotionnel de la femme, du fait de tenir sous les pressions extérieures, du fait de mal s'entendre avec les gens. C'est une idée qui contredit la logique première d'une femme. Donc ça, c'est une première idée qu'on pourrait donner. Alors avant de passer à l'idée du Rambam, qui est une idée complètement différente, il faut savoir que les Rishonim se sont posé la question à partir de là, oui, mais alors comment comprendre le fait qu'on trouve dans le Tanakh Déborah, la prophétesse, qui était juge? D'accord, c'est écrit clairement, explicitement dans le Tanakh Shoftim Perek Dalet. Déborah était juge, avait une forme de tribunal sous son palmier où les gens venaient prendre conseil, comme décrit là-bas dans le Sefer Shoftim. Donc, comment faire correspondre ça avec cette halakha explicite dans le Shulchan Aruch? Alors, dans les Rishonim, on trouve pas mal de tiroutsim, pas mal de réponses. On va donner 4. La première réponse, c'est que non, Déborah n'était pas assise pour juger à proprement parler, mais simplement manigout, c'est-à-dire qu'elle était dirigeante, c'était une dirigeante, mais pas assise au Beddin pour statuer, pour juger. Deuxième réponse, c'était que c'était quelque chose d'exceptionnel, de circonstanciel, par mission divine. Troisième réponse, c'était que elle n'était pas assise au Beddin pour statuer, mais Mélamédet, elle enseignait. En fait, Déborah enseignait la loi aux juges, une forme d'académie de Déborah, qui enseignait la législation pour que les juges aillent ensuite statuer. Et quatrième réponse, c'est qu'effectivement, Déborah s'asseyait, était assise au Beddin pour juger, mais étant donné que c'était accepté par l'ensemble du peuple d'Israël, c'était quelque chose qui était sous la volonté, qui répondait à une volonté du peuple, donc c'est permis. Alors si on s'arrête sur la troisième réponse par exemple, où Déborah enseignait la loi aux juges, alors à partir de là on pourrait dire, ah donc il ressort quand même de cette réponse que même si une femme ne peut pas s'asseoir au Beddin pour juger, mais elle peut enseigner la halakha. Elle peut enseigner la halakha. Et alors évidemment, enfin pas évidemment, mais quand on regarde dans le Shulchan Aruch Pitrei Teshuvah, il ramène au nom du Birkei Yosef, donc le Chida, qui dit que même si une femme ne peut pas juger, elle peut effectivement répondre à des questions d'halakha. D'accord, c'est écrit clairement dans le Birkei Yosef, le Chida, une femme a le droit de statuer, de répondre permis, interdit à des questions d'halakha. Si demain, je ne sais pas moi, il y a une plateforme quelconque, Zotora Box ou autre, une plateforme où une femme voudrait répondre à des questions d'halakha, ou une ligne téléphonique, théoriquement, d'après au niveau du din pur et dur, d'après ce Chida, elle aurait le droit. Alors on trouve ça aussi dans le Chinour sur la mitzvah de, vous
savez, on n'a pas le droit d'enseigner quand on a bu de l'alcool. Alors il donne comme exemple, ou par exemple une femme intelligente qui veut donner la halakha, qui veut répondre à des questions halakhiques, n'a pas le droit de le faire sous alcool. Donc on verrait que c'est quelque chose qui est permis pour une femme, théoriquement, de répondre à la halakha. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même des avis qui ne sont pas d'accord, comme le Magen Avraham. Vous savez qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la femme ou la mère du Sma, le Sma, celui qui a écrit le Sefer Meirat Enaim, d'accord, autour du Shulchan Aruch, ou le Prisha et le Drisha. Alors il y a deux endroits où il rapporte une halakha au nom de sa mère. Par exemple, dans Ilchot Yom Tov, Simon Resh Semer Gimel, le fait que dans la Hadlakat Nerot, on fasse la bracha avant et pas après, c'est un enseignement qui est tenu par une femme, la mère du Sma. Mais si vous allez voir le Magen Avraham là sur place, il dit mais je suis pas du tout d'accord. Depuis quand on accepte, depuis quand les femmes n'ont pas leur mot à dire dans ce qui concerne le domaine de la halakha? Donc il dit En Chochma Laïcha, il n'accepte pas du tout. Pareil, le Sharet Tshuva dans Ilchot Ramet, il ramène le nom du Rav Ephraim Margaliot, d'ailleurs qui est ramené dans le Pitré Tshuva Choshen Mishpat, comme quoi on n'accepte pas même une halakha quelconque d'une femme. Donc on voit que c'est quand même discuté. La plupart des décisionnaires aujourd'hui considèrent que théoriquement une femme peut effectivement répondre à de la halakha. Je parle au niveau théorique. Pourquoi ça ne se fait pas au niveau de la pratique? On y arrive, mais logiquement parlant, au niveau de la halakha pure et dure, ça a l'air permis d'après pas mal de décisionnaires. Donc, s'asseoir pour juger, non. Répondre à de la halakha, oui. Donc, on peut encore se demander d'autres questions. Est-ce qu'une femme peut remplir le rôle de mashgiach kashrut? D'accord? Celui qui supervise un petit peu la kashrut, ou les restaurants, on a le mashgiach, le superviseur. Est-ce qu'on peut mettre une femme? Est-ce qu'une femme peut faire la shrita? On pourrait se poser encore pas mal de questions dans le domaine de la halakha publique ou de rabbinique. Est-ce qu'on peut nommer une femme? Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé du premier axe des Rishonim qui ont fait un parallèle entre le problème de témoigner et le problème de juger. Il y a un autre avis qui est celui du Rambam, et en réalité, c'est ce qui va poser le problème un peu dans tout ce sujet-là, c'est l'approche du Rambam. Le Rambam dans Ilchot Melachim, Perek Aleph, Halakha Dalet, il nous dit qu'on nomme pas de femme pour s'asseoir en tant que roi, que reine. C'est-à-dire qu'on n'assoit pas sur le trône royal une femme. Alors il tire sa source, intéressant, il a inventé une source, à partir d'un sifri apparemment. Som Tassim Alecha Meler Velo Malka. Le passouk nous parle de roi et pas de reine. Et le Rambam va plus loin. Il ne s'arrête pas simplement en fait de nommer comme reine, comme autorité royale. Il dit n'importe quelle autorité, tout ce qui a une forme d'autorité, on ne peut pas conférer toute forme d'autorité à une femme. Donc dans le Rambam, on verrait une nouvelle approche. Et là-bas, entre parenthèses, il ajoute, évidemment, nommer une femme juge, c'est impossible, puisque finalement juger, c'est quand même une forme d'autorité, de pouvoir, etc., qui n'est pas adaptée à la femme. Donc c'est une nouvelle approche, d'accord? C'est une approche générale, on ne donne pas de poste autoritaire, on ne donne pas de pouvoir, on ne donne pas de suprématie à une femme. Ça c'est la logique du Rambam, qui pose le plus de problèmes par rapport à ce sujet-là de nommer des femmes, comme je disais, répondre sur une plateforme ou sur une ligne téléphonique. Oui, mais on ne donne pas à une femme une quelconque autorité. On ne donne pas de pouvoir à une femme d'après la logique du Rambam. Alors vous allez me dire, oui, non, le Rambam il parle d'un pouvoir de roi, de juge, quand même des pouvoirs assez élevés. Non, le Rambam ajoute là-bas, y compris par exemple celui qui s'occupait des points d'eau pour irriguer les champs, c'est un pouvoir qu'on n'attribue pas à une femme ni à un converti. Donc toute forme de pouvoir d'après le Rambam, c'est pas compatible avec une femme. Donc en réalité, quand on se pose la question nommer une femme, répondre à des questions d'halakha, nommer une femme superviseur de la kashrut, nommer une femme pour la shrita, la question qui reste, c'est ce Rambam là, c'est en fait, on ne donne pas de poste à une femme, de poste avec une forme d'autorité à une femme. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que le problème est dans la nature du poste, qui contredit un poste qui a une nature un petit peu autoritaire, n'est pas compatible avec une femme, ou le problème est dans la nomination? Le fait de nommer, le poste en soi n'a aucun problème. L'implication à l'article pourrait être par exemple si une femme hérite un poste, où là il n'y a pas de nomination. Alors c'est un sujet qui est, le Mitrat Chinuch en parle et reste un petit peu dans le doute. Le Noda Biyuda lui vient et dit, le problème n'est pas dans le poste, et dans la nomination. Si une femme n'a pas été nommée, d'ailleurs c'est peut-être l'idée de ce qui s'est passé avec la prophétesse Déborah, où elle a été nommée par le ciel, donc nous on n'a rien fait. Ensuite le fait de juger,
il n'y a pas de problème en soi. Il n'y a pas un problème d'avoir un poste qui a une nature autoritaire. Le problème est dans le fait de l'action de conférer comme ça une autorité de la nomination. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait débattre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'ouverture de l'État d'Israël, alors nombre de rabbinim ont longuement débattu un petit peu sur cette question-là. Est-ce qu'une femme pourrait se présenter aux élections, d'accord, savoir recevoir un poste, que ce soit chef d'État ou que ce soit ministre ou député. Donc quelque part ça contredit un petit peu l'ambiance du Rambam où on ne donne pas de poste autoritaire à une femme. Un ministre ou même un chef d'État, un président, c'est quand même, on ne donne pas de poste autoritaire à une femme. Alors bon, beaucoup de rabbinim à l'époque, le Rav Hirschenson, le Rav Ben-Sion Uziel, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Bakshi Doron ont écrit des tshuvot responsables sur le sujet. En gros, le Rav Ben-Sion Uziel par exemple, alors ils veulent s'appuyer, c'est-à-dire que même si on considère le Rambam, premièrement ils disent comme ça, le Rambam c'est un avis qui est un peu unique, tous les Rishonim n'ont pas cité cet avis-là, lui-même ce qu'il dit c'est pas exprimé dans le Talmud, il a presque inventé une source qu'on retrouve dans le Sifri, mais et même quand il rajoute, c'est pas seulement la royauté, c'est tout ça, c'est quelque chose qui est propre au Rambam, mais qui n'est pas du tout partagé par quasiment tous les autres Rishonim. Donc ils disent, ok, ce Rambam, parfois on peut ne pas pas tenir compte de cet avis-là. Ils disent, mais même si on rentre dans la logique du Rambam, vous vous rappelez la réponse qu'on a donnée sur Déborah, que quand c'est accepté, c'est volontaire, ça vient d'une volonté du peuple, là il n'y a aucun problème. Alors, il dit oui, ça aussi, ça peut, même s'il y a un problème de donner un poste autoritaire, mais si c'est accepté, ça vient d'une volonté du peuple, là ça pose aucun problème. Or, quand on est dans un pays démocratique où toute fonction, c'est résultat finalement d'une élection, donc on parle de quelque chose qui est choisi, qui est voulu, donc ça ne poserait aucun problème. Alors ça c'est la conclusion du Rav Ben-Sion Uziel. Sauf qu'à la fin, il dit que au niveau halachique, c'est pas quand même conseillé de laisser une femme prendre un poste halachique. Alors c'est intéressant, concernant le gouvernement, il n'avait aucun problème, mais concernant les postes halachiques, là il dit on préfère rester avec la tradition où on prend sur un bam à la lettre et on ne donne pas de poste halachique. Le Rav Mordechai Eliyahu, il est d'accord dans l'idée, mais il dit que la volonté du peuple, ça ne suffit pas de passer par la démocratie et les élections qui forment des représentants qu'eux-mêmes choisissent. Il faut que ça soit admis et accepté par tout le peuple dans son entité et pas par des représentants ou par des majorités de peuple. Il y en a qui veulent dire que non, l'idée d'être accepté par le peuple ça ne suffit pas parce que finalement même un roi, d'après la logique dans le Rambam, Elchot Gneva ou dans le Menachim, il était souvent accepté par le peuple et malgré tout on ne nomme pas de femme. Donc il y en a qui ne veulent pas être d'accord avec ça et donc on bute avec cette idée du Rambam où on ne laisse pas une femme prendre un poste. Alors le Rav Moshe Feinstein a été questionné dans cette tshuvot, s'est ramené dans cette tshuvot par une femme qui avait perdu son mari, qui était veuve et qui était dans le besoin financier assez immédiat et qui s'est tournée vers le Rav Moshe Feinstein pour savoir si elle pouvait exercer comme mashgiach kashrut, superviseur de la kashrut, puisque finalement c'était le métier de son mari, elle a une possibilité facile de continuer son domaine. Et la conclusion du Rav Moshe Feinstein, c'était que dans le cas de besoin, on peut laisser une femme être mashgiach kashrut, puisque, encore une fois, ce Rambam, c'est un avis isolé, et que même quand on tient compte du Rambam, Rav Moshe Feinstein dit dans le besoin, à partir du moment, alors encore plus si le fait d'être mashgiach, je suis par exemple salarié, je fais ça pour ma paie par rapport à mon employeur, ou là, je ne suis pas en train de m'inscrire dans un esprit d'autorité. Même si finalement c'est moi qui va donner je vais donner certaines directives, mais quelque part c'est pour répondre à un besoin de salaire par rapport à mon employeur. Donc pour conclure, on peut parler aussi de la shrita. Est-ce qu'on pourrait nommer une femme shochet? Essayez d'imaginer un village où il n'y a personne qui fait la shrita, mais il y a une femme qui est très experte en la matière, même si ça peut paraître un peu étonnant. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Shulchan Aruch, c'est la première halakha de Yoreh Deah, une femme est cachère pour la shrita. D'accord? Alors le Rama, il vient tout de suite, il dit oui, elle est cachère pour la shrita, mais dans la coutume, dans la tradition, on ne laisse pas une femme faire la shrita. Alors si vous allez voir le premier Tosfot dans Choulin, il rapporte au nom du Ilchot Eretz Israël. Ilchot Eretz Israël, c'est Eldad Adani. Eldad Adani, c'était un grand voyageur au 9e siècle à peu près.
Donc, très intéressant, il se disait venir du Shevet Dan, il est venu avec un livre de Halachot qui était depuis Yehoshua ben Nun, et là-bas il dit non, on ne laisse pas les femmes faire la shrita. Alors la raison qui est donnée là-bas par le Mordechai, par d'autres, c'est que la femme est sensible, encore une fois, on relève cette sensibilité de la femme, elle risque de trembler, quitte à s'évanouir, donc c'est un domaine qu'on ne laisse pas aux femmes. Le Shulchan Aruch, lui, n'a rien dit, il a l'air de statuer comme quoi c'était permis. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on recherche un petit peu... oui, j'ai oublié de dire que le Rama, il dit on n'a jamais vu, on ne laisse pas les femmes faire la shrita, puisque avec, je sais pas moi, 1000 ans d'histoire, on n'a jamais vu des femmes qui exercent ce métier de la shrita. Le Bet Yosef, il reprend cet argument, il dit on n'a jamais vu, mais ne pas voir n'est pas une preuve. On a un principe dans le Talmud qui apparaît dans Zvachim, encore d'autres endroits, le fait de ne pas voir n'est jamais une preuve. Le Shach, il dit oui, ne pas voir c'est pas une preuve, mais pas dans une question de minag, ou si les femmes pourraient faire shita, comment se fait-il qu'on n'a jamais vu? Donc il y a une discussion comme ça, on a l'impression que pour Shulchan Aruch, il n'y aurait aucun problème, et le fait qu'il n'y ait jamais eu, ça ne prouve rien. Alors le Chida, il rapporte au nom du Pri Chadash, comme quoi il avait vu en Italie plusieurs fois des femmes qui exerçaient la shrita. Et effectivement, en cherchant un petit peu, j'ai vu que dans certains pays, notamment l'Italie, on retrouve au fil des siècles, même au XXe siècle encore, certaines femmes qui exerçaient la shrita. Donc, pour conclure, je pense que l'idée de shrita, c'est de faire la shrita, d'exercer la shrita pour soi-même, il n'y a aucun problème. D'exercer la shrita en tant que le shochet du village et une certaine forme c'est un poste, peut-être une forme de pouvoir. Alors, moi j'ai l'impression que faire la shrita n'a aucune forme d'autorité. Tu fais ça pour ton salaire, puis tu n'es pas en train de statuer, en train de décider c'est cachère, pas cachère. C'est simplement une femme intelligente qui connaît les lois de la shrita et qui sait exercer la shrita, donc qui n'aurait pas de forme d'autorité ou de pouvoir dans le cadre de la shrita. Donc pour conclure cette histoire, quand on parle de la question générale de donner des fonctions halachiques à une femme, comme on a pris les exemples de Mashgar Kashrut, on a pris les exemples de répondre en ligne ou sur une plateforme quelconque à des questions d'halakha. Dans l'idée, ça devrait être permis, comme le dit le Chida, ou même répondre à une question d'halakha, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme s'asseoir dans un beddin pour juger, donc c'est permis, sauf qu'on a quand même cité l'avis du Rambam. Alors même si on dit que le Rambam c'est un avis complètement isolé, unique, etc., mais a priori les Khatrila, on doit tenir compte de ce Rambam, c'est-à-dire qu'il y a une logique qui nous demande de ne pas donner de poste autoritaire à une femme. On a parlé de diverses raisons, mais ça reste que dans l'idée, comme le Rav Moshe Feinstein dit, les Khatrila, a priori, on ne donne pas de poste autoritaire à une femme. Mashgar Kashrut, le Rav Feinstein, il a permis ça dans des cas exceptionnels où on est dans le besoin. Le fait de faire la shrita, encore une fois, dans le Shulchan Aruch, ça a l'air d'être permis. Moi, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de forme d'autorité dans le fait d'exercer la shrita. Malgré tout, on voit que dans la coutume, c'est pas très accepté, puisque finalement, comme a priori, on se fie sur le Rama qui nous dit que dans la tradition, ça n'a jamais été vu et qu'on ne conseille pas de laisser les femmes faire la shrita, mais il faut quand même prendre conscience que ça a déjà été opéré. Le Pri Chadash lui-même avoue, témoigne comme quoi il a vu des femmes faire la shrita. Donc dans l'idée, si on est dans une ville où par exemple il n'y aurait personne qui sache faire la shrita, a priori il n'y aurait pas de problème fondamental de laisser une femme faire la shrita. Chazak Ubaruch, et merci beaucoup.